Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Forum Innovation Défense. Nous allons traiter aujourd'hui une table ronde sur le vol autonome et habité européen. Et pour m'accompagner aujourd'hui, je vais vous demander de vous présenter succinctement. On va commencer à ma droite directement. Donc, bonjour, je m'appelle Joost van Toren, je travaille à Ariane Group au sein du programme Futur et je m'occupe en fait de tout ce qui est exploration, volabilité et logistique spatiale. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Jean-Marc Astorg, je suis directeur de la stratégie du CNES et comme je suis le seul représentant du pouvoir public aujourd'hui, je pense que je serai peut-être celui qui, face à des industriels, donnera un petit peu les contraintes. Bonjour, Marc Vallès, je suis le directeur des programmes spatiaux de Dassault Aviation. Bonjour à tous, Pierre Faucou de The Exploration Company. Je suis responsable des activités avec les agences spatiales et pour la défense pour The Exploration Company. Et je me présente également Hugo Lisoire. Moi, je tiens une chaîne YouTube d'actualité spatiale. On va commencer par un petit peu de contextualisation. On a entendu Joseph Aschbacher parler de capsules européennes. On a entendu via le président Emmanuel Macron une volonté de faire pareil du vol autonome français, voire du vol habité. Pourquoi on se réintéresse aujourd'hui à ces idées et pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Quel est le contexte qui fait qu'aujourd'hui on se réintéresse à ces questions? Qui veut répondre? Très simplement parce que tout le monde fait du vol habité pratiquement sauf l'Europe. Les États-Unis bien entendu, la Chine depuis un certain temps avec voilà, ce programme chinois extrêmement ambitieux qui, on le dit, doit permettre d'avoir des Chinois sur la Lune en 2029. Pour les 80 ans de la République populaire de Chine, l'Inde aussi, qui devrait faire du vol habité en 2025. Et c'est normal qu'on se pose la question aujourd'hui, pourquoi l'Europe? On a toutes les capacités pour le faire, les capacités technologiques, les capacités financières aussi. Donc c'est quand même essentiellement une volonté politique. Et c'est pour ça que le président de la République, à Toulouse, en février 2021, a posé la question, 2022, pardon, est-ce que l'Europe ne devrait pas faire du vol habité européen? Alors je pourrais vous dire plus tard où on en est aujourd'hui voilà, sur cette question-là, mais voilà, pour la réponse c'est ça, parce que tout le monde le fait, sauf l'Europe. Très bien, et alors dans notre histoire, on a déjà tenté de faire du vol habité européen avec le projet Hermès. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi ce projet n'est pas allé au bout? Et est-ce qu'il pourrait revivre un jour? Alors, ayant travaillé quand même 5-6 ans sur Hermès, je peux essayer de répondre. Il y a plusieurs réponses possibles, mais je pense que la plus simple, c'est de dire que techniquement, ça ne marchait pas. Hermès, c'était un avion spatial lancé sur Ariane 5. Les performances d'Ariane 5 étaient ce qu'elles étaient, et on était dans une spirale infernale entre la performance du lanceur, la masse du véhicule, et à un moment donné, voilà, tout le monde s'est rendu compte que ça ne marchait pas. L'accident de Challenger en janvier de 1986 est arrivé aussi là-dessus. Il a fallu prendre des mesures de précaution au niveau de la sécurité et ça a rajouté encore des contraintes. Et le programme s'est arrêté finalement de lui-même comme un fruit mûr qui est tombé. Alors, est-ce qu'on le referait à l'identique aujourd'hui? Non. Aujourd'hui, on a des nouveaux acteurs. On a des compétitions, on a des possibilités voilà, de véhicules très différents entre des capsules, des avions spatiaux, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, on peut jouer sur la diversité des solutions pour faire quelque chose de moins ambitieux peut-être, moins coûteux, peut-être avec plus de compétition, moi dans les idées au début. Donc certainement, on le referait très différemment. Alors justement, avant de parler des architectures en détail et des solutions technologiques, pour vous, est-ce que le vol habité européen serait pertinent ou est-ce qu'il faudrait au final mieux continuer à faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire envoyer nos astronautes avec des véhicules soit américains ou même sur des Soyouz russes? Est-ce que quels seraient les enjeux d'avoir une autonomie européenne sur le vol habité? L'enjeu, il est effectivement, comme on dit, d'avoir cette autonomie européenne, de pouvoir avoir une solution européenne qui permette aux différents astronautes européens de pouvoir
avoir leur propre véhicule qui permettrait de rejoindre aujourd'hui l'ISS et demain, parce qu'il y a une évolution majeure qui est en train de se préparer, c'est-à-dire que l'ISS va arrêter de fonctionner et va être remplacé par des stations spatiales privées. On voit d'ailleurs que certains États européens ont commencé à conclure des accords avec des responsables de ces stations spatiales privées pour pouvoir emporter leurs astronautes. Et donc aujourd'hui, il y a besoin d'avoir des véhicules qui vont venir se raccorder et amener du matériel ou des hommes vers ces stations privées. Et donc, en tout cas pour V-Exploration Company, nous sommes convaincus que l'Europe peut disposer de son propre véhicule cargo et de son propre véhicule pour le vol habité. Donc l'Europe pourrait aussi disposer de sa propre station spatiale ? Pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'en Europe, comme le disait Jean-Marc, on a toutes les technologies qui sont maîtrisées. On a une base industrielle qui existe, on a les compétences. On aurait effectivement la capacité financière à pouvoir le financer, mais il n'y a aujourd'hui pas de volonté politique, pas de volonté politique suffisante qui permet d'avoir vraiment des programmes qui soient lancés dans ce domaine. Oui. Je crois qu'effectivement, la première question, c'est où aller. La première destination, c'est l'orbite basse, mais finalement, c'est quelque chose qui est déjà fait depuis très longtemps. L'ISS va s'arrêter en 2030. Les modèles de stations spatiales futures seront privés, américaines aujourd'hui, ou alors dans le camp adverse chinoise associée avec les Russes. Donc la première étape, peut-être, ça serait d'avoir une station spatiale européenne, peut-être sur un partenariat public-privé, et ensuite d'avoir la possibilité d'y emporter du cargo et de faire du vol habité autonome. Mais quand on réfléchit finalement par où commencer, une station spatiale est peut-être aussi la première étape, peut-être moins chère, par laquelle il faudrait commencer, parce que voilà, faire un aller-retour très rapide en laissant un équipage européen quelques jours en orbite basse, c'est pas très intéressant en fait. Et en Europe, on a d'énormes capacités pour construire des modules de stations, je pense à Thales, notamment en Italie. Tant qu'on est sur la contextualisation, on va parler un tout petit peu du sommet de Séville, parce qu'on a l'impression que l'Europe spatiale est entrée dans un nouveau paradigme, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de compétitivité maintenant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus par rapport à ce qui a été dit à Séville? Alors, étant à Séville, je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais donc je rappelle la séquence des événements. Discours du président de la République en février 2022. Un comité d'experts de haut niveau en dehors du domaine spatial a été mis en place par l'ESA. Le directeur général de l'ESA, très pushy sur le vol habité. Vraiment, il a embrayé sur la proposition du président de la République. Comité qui, en dehors de toute contrainte, propose d'avoir une autonomie complète de l'Europe pour aller sur la Lune et avoir un habitat lunaire permanent et la capacité de transporter du cargo et des humains. Donc la barre était mise extrêmement haute. Ensuite, discussion au niveau européen pour voir qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de cette ambition. Et là, on est un peu redescendu sur Terre. Il faut être bien clair sur le fait que par rapport à cette vision très ambitieuse, on va y aller pas à pas. Et la première étape qui a été décidée, c'est d'avoir une capacité de cargo en orbite basse, être capable d'emporter 4 tonnes en orbite basse vis-à-vis de la station spatiale, et ensuite de les faire revenir. C'est un peu ce qu'on avait fait avec l'ATV, sauf que l'ATV, tout le monde s'en rappelle, c'est un véhicule consommable, donc qui coûtait quelques centaines de millions d'euros et qui était perdu dans l'atmosphère à chaque mission. Donc évidemment, on ne veut pas refaire ça. Ça a été décidé à Séville il y a 15 jours. Aujourd'hui, la vérité, c'est qu'on est dans les discussions concrètes pour lancer cet appel d'offres, pour que l'ESA lance cet appel d'offres avant Noël. Donc voilà, les industriels, tenez-vous prêts pour y répondre. Et à nouveau, on a quand même des freins, très clairement, il faut le dire, des autres pays européens qui veulent limiter l'ambition, ne pas faire apparaître le fait qu'il doit y avoir un potentiel de croissance vers du vol habité, qui veulent limiter en fait la réalisation de cette première étape à l'étape de 2 ans, sans donner de visibilité globale sur l'ensemble de l'activité. Donc ça montre bien qu'en fait, il n'y a pas aujourd'hui de volonté politique européenne d'aller dans cette direction-là. Je pense qu'il faut être très clair. La France le pousse. En France, il y a aussi un débat. Mais il n'y a pas de volonté européenne. Et je dirais qu'au-delà de ça, il y a peut-être aussi un problème sociétal
finalement, est-ce que vraiment les sociétés européennes veulent se lancer du vol habité? Je voudrais prendre un exemple. J'étais hier aux 40 ans de l'Académie de l'air et de l'espace à Toulouse, et on a eu une intervention d'une personne dont je tairai le nom, qui a dit le vol habité devrait être interdit parce que ça consomme du CO2 et qu'en fait c'est pas utile. Et je crois que si on fait une enquête dans la société aujourd'hui, est-ce que les gens soutiennent le vol habité? Le tourisme spatial a donné une mauvaise habité aussi du vol habité, parce que c'est l'image de milliardaires qui, pour leurs loisirs, vont dans l'espace. Et quelque part, voilà, ça donne une tonalité, je pense, assez négative. Je suis désolé de refroidir peut-être l'enthousiasme, mais je fais partie des gens qui sont pour le vol habité, mais on doit prendre en compte aussi ce sentiment de la société. Et quels seraient justement les avantages du vol habité justement? Qu'est-ce qu'on pourrait répondre à cette personne si on a une capacité d'avoir du vol habité autonome européen? Qu'est-ce qu'on y gagnerait? En principe, je pense que le vrai intérêt, c'est vraiment lié à le transport spatial en général, où on passe en fait pas seulement sur la souveraineté de l'accès à l'espace, où plus ou moins tout le monde est d'accord. Et on passe de plus en plus à le transport en espace et de l'espace. Et en fait, ça, c'est ce qui est aussi très intéressant avec le vol habité et le cargo return, de quoi on parle en Séville. C'est en fait, ça implique toutes les technologies nécessaires pour le transport spatial dans l'espace, mais aussi depuis l'espace. Donc, ça sert, bien sûr, le vol habité, ça sert pour la station spatiale, mais ça sert aussi pour beaucoup d'autres applications qui, dans leur business model, ne peuvent pas juste lancer dans cette aventure juste pour cette application. Et donc, c'est en fait la totalité du transport spatial qui est impliquée ici. Et donc, pas que le vol habité. Même si, bien sûr, le vol habité, ça nous parle le plus. Hein. En fait, d'abord, je suis complètement d'accord avec Jean-Marc sur en tant que taxpayer, en tant qu'industriel, évidemment, s'il y a un vaisseau spatial à faire, un avion spatial à faire, je serais très content. Mais pour des raisons qui sont des raisons qui génèrent de la valeur ajoutée à tout le monde. Et pour moi, en tant que taxpayer, en tant que contribuable français et européen, envoyer juste des gens faire du tourisme spatial, je ne suis pas d'accord. Dupliquer le fait qu'on puisse faire accéder à des scientifiques aujourd'hui pour faire des expériences dans les stations pour des raisons de recherche, c'est du luxe. Par contre, comme le disait Pierre tout à l'heure, il y a un changement qui est en train de s'établir, et c'est aussi ce que Jost souligne, c'est que indépendamment de ce qui a été le cas jusqu'à présent d'envoyer des humains, soit pour le prestige, soit pour la recherche, se pose la question, non pas maintenant, mais probablement dans une dizaine ou une quinzaine d'années, est-ce que toutes les choses qu'on est en train de mettre dans l'espace et qui génèrent énormément de valeur, que ce soit les constellations, que ce soit peut-être des data centers, que ce soit toute la capacité qu'on a justement de surveiller la Terre au bénéfice de la maîtrise de l'environnement, de la maîtrise de l'atmosphère, de la maîtrise de la sécurité, le fait que là-haut, en plus de l'interconnectivité, toute la partie donnée, peut-être même, parce qu'il y a des gens qui travaillent dessus à l'Agence spatiale européenne, est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir de l'énergie depuis l'espace? Ça reste à prouver. Mais si par hasard c'était vrai, et ça nous libérerait complètement l'humanité d'énormément de choses, et en même temps, des choses aussi complexes, aussi grandes, sans qu'il y ait aucun humain, ça serait faire un pari très certainement perdant. Je rappelle qu'il y a quelqu'un, une petite histoire, hein, il y a quelqu'un qui avait décidé de faire une usine de fabrication d'automobiles sans personne, sans aucun opérateur. Et puis il a même dormi là-bas pendant 18 mois pour essayer de dépeiner la chose. Et puis finalement, il en est arrivé à dire non, mais il faut bien qu'il y ait des gens. Cette personne, elle s'appelle Elon Musk. Et puis il s'agit de Tesla. On ne peut pas dire que c'est. On sait qu'il croit en l'intelligence artificielle. Il croit en la capacité d'automatiser, il entreprend des grandes choses et il a réussi jusqu'à présent. Donc je pense qu'on peut tirer leçon de ça. Aujourd'hui, quelque chose d'aussi compliqué qu'une centrale nucléaire ou qu'une station aujourd'hui perdue au milieu de l'océan, on n'arrive pas à l'opérer, à la maintenir, s'il n'y a pas de temps en temps un humain qui est en mesure de régler les choses qui sont imprévisibles. Le problème, c'est l'imprévisible. Tout ce que vous pouvez prévoir, vous mettez le matériel, des capteurs pour s'en rendre compte, des lignes de code pour le gérer, etc. Ce qui n'était pas prévisible, vous n'avez pas le capteur, vous n'avez pas les lignes de code,
la machine, elle est pleine de bonne volonté, mais s'il fallait entendre un bruit et qu'elle peut juste voir, elle ne se rendra pas compte qu'il y a un bruit anormal. C'est ça qu'Elon Musk a mis dans ses usines de voitures. Il a mis des gens qui passent entre les machines et qui entendent des bruits bizarres, qui voient qu'il y a un oiseau qui est passé par la fenêtre, qui se rend compte qu'il y a une mouche qui a crotté sur un capteur et que la machine, elle s'est arrêtée pour ça. Et ben, il n'y a pas le petit robot qui vient nettoyer. Voilà. Donc, c'est ces choses-là qu'il faut dépanner. Et donc, à l'échéance, comme disait Pierre, de toutes ces intentions privées, qui ne sont pas que des intentions publiques, avec des grosses sommes d'argent. Si on parle de l'énergie, c'est des milliers de milliards de dollars par an. Le coût de l'homme dans l'espace sera très largement récupéré si ça permet d'éviter que tout d'un coup, il y ait 1 million de personnes ou même 1 milliard de personnes qui n'ont plus de courant pour se chauffer ou pour faire la cuisine ou pour s'éclairer parce qu'il n'y a personne qui est là-haut remis l'interrupteur ou mis un bout de scotch là où il fallait quelque chose, enfin un humain qui a su analyser ce qu'il fallait faire pour dépanner. Donc voilà, c'est ça qui nous motive, nous, chez Dassault Aviation. Ça n'est pas aujourd'hui dire il faut qu'on copie les Américains, il faut qu'on copie les Chinois. On pense effectivement que l'espace est une continuité aujourd'hui de l'air. On est en train de transformer l'espace, qui était une destination où certains avaient envie d'aller, à un milieu qui est utile à l'humanité, qui devient d'ailleurs tellement utile qu'il faut même le protéger. Donc c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui côté défense. Quand on aura beaucoup de moyens, et on a déjà beaucoup de moyens qui sont dépendants, il faudra aussi savoir les protéger contre des gens qui sont mal intentionnés. Et donc protéger cet espace, ça veut dire être capable d'y aller, et aussi avec des humains. Bien sûr avec des cargos réutilisables pour aller faire des réparations, simplifier, diminuer les coûts, etc. Mais aussi une fois de temps en temps, non pas une colonie avec des centaines de personnes qui vivraient là-haut juste pour le fun, mais des travailleurs de l'espace. Oui, je voudrais vraiment aller dans le sens de Marc. En fait, il faut qu'on trouve une raison spécifique pour l'Europe d'y aller. Les Américains y vont pour dominer l'ensemble de l'espace. Donc c'est vraiment une vision de superpuissance, etc. Les Chinois y vont pour concurrencer les Américains. Les Indiens y vont pour démontrer, avec un coût d'investissement relativement faible, que l'Inde est devenue une superpuissance. Et ça marche super bien. Parce qu'effectivement, voilà, en s'étant posé au pôle sud de la Lune, comment ils ont démontré qu'ils étaient capables de le faire. Et voilà, tout de suite, ils sont dans les 4 pays qui ont réussi à le faire. En Europe, il faut qu'on trouve notre propre modèle, en expliquant ce que ça apporte aux citoyens, en expliquant aussi que ça peut permettre d'avoir des modèles de frugalité, en expliquant tous les bénéfices pour la Terre. Il y a peut-être aussi éventuellement un volet défense, dont on pourra parler aussi à un moment donné, avec des retombées dans le domaine de la défense. Mais en tout cas, je pense qu'on n'a pas suffisamment travaillé aujourd'hui ce modèle spécifique européen qui nous permet d'embarquer l'ensemble de la société dans une aventure comme ça. Parce que finalement, ce n'est pas un problème financier. L'investissement n'est pas si grand que ça. Mais par contre, pour que le niveau politique décide d'y aller, il faut effectivement que la société soit derrière. Et la société entière européenne. Et entre la vision des pays du Nord, des pays frugaux, moi j'ai discuté du sujet des vols habités avec les Norvégiens, avec les Hollandais. Voilà, ils n'ont pas la même façon de voir que nous, c'est clair. Donc pour embarquer l'ensemble de l'Europe dans un projet comme ça, on doit beaucoup mieux travailler notre dossier. Et on voit justement les Américains qui utilisent le vol habité un peu comme un outil diplomatique avec les accords Artemis ou de l'autre côté les accords ILRS. Est-ce que le vol habité européen pourrait avoir aussi peut-être cet usage de diplomatie en pouvant proposer à des pays qui n'ont pas la possibilité aujourd'hui d'envoyer des astronautes, de même de leur proposer de voler sur une capsule européenne et d'utiliser ça comme outil diplomatique ou pas du tout? Oui, à partir du moment où on a des valeurs à défendre, si effectivement les valeurs qu'on défend, c'est le respect de l'environnement, c'est le refus d'exploiter les ressources de la Lune. On sait que les Américains veulent exploiter les ressources de la Lune parce qu'il y a une volonté aussi d'embarquer des sociétés privées. Et c'est comme ça que les États-Unis se sont construits aussi. Hein. On a tout ça en tête. Voilà. Donc si on est capable d'avoir des valeurs européennes claires, c'est un peu comme les grands fonds marins. On se refuse aujourd'hui en France à exploiter les grands fonds marins, mais on veut bien les explorer. Voilà, cette nuance, je pense, est très importante et ça il pourrait y avoir une diplomatie spatiale qui embarque ces valeurs spécifiquement européennes. D'accord. En termes de solutions techniques, est-ce qu'aujourd'hui en Europe, on a toutes les briques technologiques pour faire du vol habité ? Est-ce qu'elles ont toutes été développées, donc que ce soit côté lanceur,
côté système de vie, côté retour dans l'atmosphère. Est-ce qu'on sait déjà tout faire? Peut-être je peux juste commencer avec la première partie d'y aller, hein, c'est le lancement. Et bien sûr, la fiabilité, ça commence là-bas, et ça c'est vraiment dans l'ADN de filiales lanceurs à l'Europe, avec Ariane 5, avec Ariane 6 demain. Et tout commence par là. Et avec pas que la fiabilité, mais aussi avec un lanceur lourd. Et donc, on disposera de ça. Et ça, donc, tout commence là-bas. Donc, si on compare avec toutes les autres puissances au monde, on est super bien positionné. Puis, on a un grand héritage avec de grands programmes d'ATV, de ARD, le capsule, il a 25 ans, avec des modules station spatiale. Donc, oui, on a beaucoup de briques. Il y a quelques qui manquent, spécialement pour quand il y a une anomalie pendant le lancement, pour échapper. Il y a des briques manquantes, où il faut, mais rien bloquant. Et surtout, on n'a jamais fait ça en sa totalité et opéré ça. Donc ça, c'est la partie qu'il faut faire pour l'implémenter. Et bien sûr, parce qu'on ne sait pas exactement, on sent bien, on ne sait pas exactement l'application, le killer application qui va en fait justifier tout ça. Il faut bien sûr être aussi dans la solution résiliente et robuste pour ne pas être juste dépendant d'une application très spécifique, parce que si cette application, à cause d'un changement de politique ailleurs, et tout se focalise vers la Lune à un instant, on est là avec une volabilité orbite basse. Voilà. Donc il faut que ce soit aussi robuste vers un changement de la destination. Et je pense là, on est aussi tous d'accord. Ouais, je pense comme toi qu'on a effectivement en Europe toutes les capacités technologiques pour pouvoir réaliser des vols habités. On l'a effectivement démontré par partie sur des programmes par le passé. C'est aujourd'hui une des compétences aussi que l'on sait voir comme elles sont développées au niveau des États-Unis. Donc on sait bien aussi, j'allais dire, s'étalonner ou se comparer par rapport à ces compétences-là. Donc je pense qu'elles sont accessibles. Ce qui manque effectivement, c'est un grand programme, une action dans la durée, une volonté dans la durée qui permettrait vraiment de pouvoir réaliser les véhicules adaptés. Mais je pense que je ne vois pas de frein technologique ni de frein de compétences en Europe. L'Europe spatiale a montré qu'elle savait de faire énormément de choses et de faire de belles choses et efficaces avec moins de moyens qu'aux États-Unis. Donc il n'y a pas de raison que dans le domaine du vol habité, on n'y parvienne pas non plus. Alors, d'abord, je partage pleinement ce que viennent de dire Jost et Pierre sur le fait que sur les briques de base, les technologies, on a quasiment tout. Alors on doit améliorer, etc. Mais je pense qu'il y a un peu trop d'humilité. Justement, ce qui manque, c'est le système complet. Et puis s'il y a un domaine dans lequel le système complet, quand il faut commencer à faire des choses très compliquées tout ensemble, etc., les Français, la France et les États-Unis, mais les Français sont particulièrement bien placés, et on peut aider tous nos amis européens pour ça, c'est bien sur cette vision système complète. Et exactement comme on l'a dit tout à l'heure, tout va dépendre donc de quel est le véritable enjeu. C'est-à-dire que je salue la politique des petits pas, où on dit on commence par le cargo et c'est important parce qu'on n'embarque pas tout le monde, il faut faire des démonstrations, mais au moins on arrive à quelque chose avec des démonstrations importantes sur l'orbite basse, même si c'est du cargo, on monte, on redescend, on vérifie que c'est pas cher, on vérifie que c'est fiable, on utilise nos moyens Ariane, etc. Tout ça c'est très bien, je le salue, mais en même temps, il faut qu'on ait l'ambition qui soit la bonne pour faire le système qui soit suffisamment bien conçu, suffisamment fiable, suffisamment facile à mettre en œuvre, à maintenir, suffisamment économique, pour qu'après, quand on aura besoin, pas maintenant, dans 15 ans, quand on en aura besoin, le vol habité, on l'aura. Et ça, on sait très bien le faire en France, et on peut tout à fait aider tous nos amis européens à embarquer et en disant, voilà, le système qui va permettre de faire du vol habité sûr, fiable, en orbite basse, avec une mission clairement établie, etc., dans 15 ans, on la prépare et on fait un planning à rebours. Et on dit effectivement, vous avez raison, le sujet cargo qui est pour l'instant posé sur la table, il peut tout à fait faire partie de ça, mais il faut avoir dans la tête que c'est le système complet qu'on veut faire. Parce que si on essaye de dire je fais un premier projet, puis j'en ferai un autre, et puis j'en ferai un autre, puis j'en ferai un autre, d'abord ça va coûter une fortune,
Ensuite, on ne va pas forcément prendre une ligne droite. Ça va coûter plus cher. Et pendant ce temps, les autres, ils auront des techniques qui nous auront dépassés. Donc là, on est un peu, à mon avis, à une période, à un moment où il y a effectivement une décision à prendre. La décision, c'est de faire le premier pas, mais il faut être sûr de le faire dans le bon sens, du bon côté. Oui, je voudrais aussi être un peu optimiste parce que tout à l'heure, je vous ai quand même beaucoup parlé des contraintes, mais il faut voir que je crois que ce n'était pas le bon moment aujourd'hui de proposer un grand programme de volabilité parce qu'on n'a pas terminé Ariane 6. Et donc, je pense qu'une première étape, c'est quand même de terminer Ariane 6. Et je voudrais dire que hier, il y a eu un essai très important sur Ariane 6, un tir à feu de longue durée du premier étage qui a très bien marché. Voilà, je pense qu'une fois qu'on aura terminé Ariane 6, l'ambiance sera beaucoup plus au pessimisme. Et finalement, aujourd'hui, le vol habité, c'est un peu comme le hamster dans le spatial, et ça deviendra l'éléphant dans le spatial. Alors, puisqu'on parle d'Ariane 6 et si on se projette un petit peu dans le futur, on a l'impression qu'on a quasiment un système complet avec la proposition d'Ariane 6 et Suzy. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations sur Suzy? On nous a montré plein de possibilités de missions, que ce soit même des missions vers la Lune ou des missions avec un bras robotisé pour récupérer des débris ou disposer des data centers. Quelle est votre vision avec ce véhicule à tout faire? Donc, ce n'est pas un véhicule à tout faire, mais c'est une brique technologique qui nous permet effectivement de revenir d'une orbite et se poser sur Terre. Et là, en fonction de la solution, tu peux viser beaucoup d'applications, soit du cargo, soit du vol habité, soit de ramener à terme aussi des pièces de débris de l'espace, mais aussi ce qui nous intéresse beaucoup, bien sûr, c'est à terme aussi d'être complètement réutilisable côté lanceur. Et un étage supérieur, il est par définition orbital en fin de mission. Et donc, cette synergie entre les axes volabilité, faire revenir des matériaux de l'espace et réutiliser un étage supérieur, cette synergie nous intéresse beaucoup. Et ça, c'est l'origine du concept Suzy. Et ça explique Suzy pourquoi il a la forme d'une coiffe qu'on peut mettre à plusieurs échelles. Et puis, il faut contrôler cette forme de coiffe et ça explique les flaps qui nous permet en fait de charger cet grand volume comment on veut. Parce que on s'est dit, pour le transport spatial, il faut un camion qu'on peut aménager comme on veut. On peut compenser le centrage. Parce que si tu as une voiture, un camion, tu peux juste charger avec le centrage là, on n'aura pas eu la logistique ici sur Terre comme on voit aujourd'hui. Et c'était effectivement à la base. Et bien sûr, on a la vidéo sur Internet et on voit, bien sûr, en fait, on demande à un grand public avec cette capacité de transport de l'espace, dans l'espace et de l'espace, c'est quoi l'application que tu vises? Et on espère d'avoir de retour là aussi, parce que nous sommes des ingénieurs avec un scope, laissons dire, aussi un peu limité. Donc, on invite en fait tout le monde d'imaginer et se projeter dans un monde où on aura cette capacité avec n'importe quelle solution. Et parce que cette killer application, c'est ça qu'on cherche. Très bien. J'ai envie de poser la même question du côté de The Exploration Company. La capsule Nix, quels sont les usages derrière cette capsule et quelles sont les technologies que vous avez pensées pour justement aller plus loin? J'ai cru voir que ça parlait peut-être de ravitaillement aussi en orbite. Alors, donc la démarche qu'on a adoptée, nous, c'est d'avoir une démarche de développement progressif. Donc, en première étape, c'est d'abord de disposer d'un véhicule autonome qui aura une fonction de cargo, dont la mission sera principalement d'aller desservir les stations en orbite basse. Et donc, il y a une capacité d'emport de l'ordre de 4 tonnes de matériel, d'expérience vers ces stations. Il y a aussi une capacité de retour de l'ordre de 2,5 tonnes. On est parti sur un véhicule qui est réutilisable, donc justement en prenant les leçons du passé. Donc on pourra un petit peu sur le modèle de ce que fait SpaceX dans le domaine des lanceurs, qu'on transpose dans le domaine des capsules, donc d'avoir un véhicule qui sera réutilisable. Les briques technologiques que l'on développe, c'est déjà une propulsion qu'on appelle une propulsion verte, donc qui notamment n'utilise plus les ergols qui sont extrêmement, qui sont cancérigènes, qui sont très difficiles à mettre en œuvre et qui sont dangereux dans la mise en œuvre au niveau terrestre.
On va évidemment mettre en œuvre une technologie de docking, donc de pouvoir s'amarrer à la station, aux différentes stations, quelles qu'elles soient, de manière assez facile. Et donc entre l'arrêt-entrée du véhicule, le docking et la propulsion ouverte, on a déjà un ensemble de briques technologiques qui sont tout à fait d'intérêt. Après, l'étape suivante, c'est effectivement de pouvoir, au-delà de l'orbite basse, pouvoir aller jusqu'à la Lune. Et pouvoir aller jusqu'à la Lune, on aura besoin d'une propulsion beaucoup plus capacitive, sur laquelle on commence déjà à travailler. On réalise déjà les premiers développements technologiques, avec le soutien d'ailleurs du CNES. Et on aura aussi la capacité de refueler, parce qu'en fait, ce qu'on souhaite aussi, c'est qu'en fait, le véhicule revient le moins cher possible à l'utilisation. Donc, de part déjà le retour sur Terre et le fait qu'on peut le réutiliser, et surtout en pouvant remettre du carburant en orbite, on pourra offrir une durée de mission qui est beaucoup plus longue, et notamment pour permettre aux véhicules, parce qu'il est prévu qu'il y ait des sortes de passerelles entre l'orbite basse et la Lune, de pouvoir en fait se ravitailler sur ces passerelles, ces gateways, et pouvoir aller de la Lune vers ces gateways, de la gateway de revenir sur Terre, enfin voilà, d'offrir toutes les possibilités en fait de transport et de cargo entre les différents, on va dire les différentes étapes qui sont présentes. Donc c'est cela qu'on développe au niveau The Exploration Company. Donc le premier vol de notre capsule aura lieu à la fin de l'année prochaine. La première capsule commerciale, il y aura d'abord un petit démonstrateur technique qui s'appelle Bikini, qui va voler dans les prochaines semaines, qui va valider notre capacité à maîtriser la rentrée dans l'atmosphère, qui est une compétence extrêmement critique. Donc on veut pouvoir démontrer cette capacité de maîtrise de la rentrée. Le premier véhicule qui offre une mission commerciale va voler fin 2024. Et ensuite, on sera prêt pour se docker à la station dans les années 2027-2028 au plus tard. Voilà notre feuille de route. Si je peux encore juste un petit point, donc la particularité que l'on a au niveau des Exploration Company, c'est que nous sommes une entreprise qui est née il y a un petit peu plus de 2 ans, maintenant presque 2 ans et demi, et que nous sommes financés, l'entreprise est financée par des investisseurs privés, ce qui veut dire que le développement que nous avons lancé, que nous avons initié, il est en très grande partie financé par les investisseurs privés qui croient effectivement, parce qu'on dit il y a peut-être des doutes dans l'opinion publique. En tout cas, il y a en tout cas pas de doute chez nombre d'investisseurs qui croient effectivement dans l'avenir de l'espace et dans le potentiel du spatial, et qui donc investissent dans ce véhicule d'exploration. Alors évidemment, on cherche évidemment à pouvoir aussi bénéficier de financement de clients. Donc on a signé il y a quelques semaines un premier contrat avec Axiom Space qui sera une des entreprises qui va réaliser une station spatiale en orbite basse, et qui nous a fait confiance alors qu'on n'a pas encore volé, qui nous a commandé un premier cargo qui devra voler en 2027. Donc contrat qui a été signé il y a quelques semaines. Et donc on espère maintenant qu'ensuite à la décision du sommet de Séville, à cette compétition dont tu as parlé Jean-Marc, qu'effectivement on sera un de ceux qui pourront offrir la solution adaptée aux besoins de cargo pour les pays européens. Très bien. J'ai envie de poser aussi un peu la même question à Dassault. Est-ce qu'il y a un programme de vol habité chez Dassault? J'ai entendu parler d'un avion spatial. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Alors, je vais en dire un peu, mais je ne dirai pas tout. En fait, on a une approche qui est tout à fait complémentaire aux 2 autres industriels qui sont autour de la table, mais qui est motivée par une démarche un petit peu différente. De notre expérience aviation, on sait à quel point le niveau de fiabilité, de sécurité, la certification, la dimension vol habité humain, en plus dans des conditions qui sont des conditions particulièrement difficiles, va être long, compliqué, coûteux. Et on se dit qu'il ne faudra pas mettre ça en série après d'autres développements. Donc on a une démarche qui finalement est un peu celle aussi qu'a pris Elon Musk quand il a défini sa capsule Dragon, ou même maintenant dans la suite avec Starship, qui est de dire effectivement il faut aller par les petits pas, mais pour l'instant choisissons une architecture qui sera compatible en termes intrinsèques, en termes de dimensionnement, tenue thermique, structure, dynamique, volume nécessaire, habitable, etc., à terme du vol habité. Non pas aller de façon incrémentale, mais on dit, nous, on veut faire l'avion spatial qui, un jour, pourra être habité.
Et puis après, on enlève tout ce qui coûte cher qui est dedans, on enlève toutes les choses qui sont compliquées, tous les trucs qui coûtent cher, pas simplement parce qu'ils coûtent cher à installer, mais parce qu'ils coûtent cher à tester, avec un niveau de fiabilité énorme, etc. Et on commence par en faire une version cargo. Et puis comme il y a des démonstrations à faire très vite, parce qu'il y a un besoin très rapide, et que celui-là, il a quand même une performance qui est plutôt de la classe, il faut qu'il prenne le maximum de la capacité d'emport d'Ariane. Donc c'est beaucoup plus que les 4 tonnes qui sont demandées. On se dit, on peut commencer par en faire une version, c'est le même, mais on le teste dans une version dans laquelle on enlève peut-être certaines fonctions, ou peut-être même on le raccourcit un peu. Donc ça, on est en train de regarder exactement ce qu'on enlèvera en plus. Nous, on est dans la démarche de qu'est-ce qu'il faut qu'on enlève pour faire les premières étapes. Mais on définit effectivement l'avion spatial avec l'objectif final. Et par rapport au choix qui a été fait aujourd'hui par SpaceX finalement, il a une démarche un petit peu similaire. Donc, il a commencé par les capsules et puis après, là, maintenant, il est sur Starship. Starship, c'est quand même principalement dimensionné pour aller sur Mars, c'est son idée. Donc, il a fait le choix du méthane parce que sur Mars, c'est du CO2, donc puis c'est plus facile, etc. Il en a besoin. Puis, comme sur Mars, il n'y a pas assez d'atmosphère, il est obligé de se poser à la verticale, donc il est obligé de se poser au moteur. Nous, on dit, la mission qui nous est donnée, la vision européenne, c'est de pouvoir avoir effectivement l'aller-retour en orbite basse avec un niveau de fiabilité et de coût suffisamment maîtrisé pour desservir le reste de la logistique spatiale qui est derrière. Donc nous, on dit, non, ce truc-là, cette architecture-là, elle est faite pour rester autour de la Terre. Et donc, il y aura toujours l'atmosphère. Donc on connaît bien les ailes, on sait que l'atmosphère est là à 100% du temps quand on veut se poser, donc c'est quand même plus fiable que d'être obligé d'allumer un moteur. Donc on dit voilà, donc on va avoir des ailes pour se poser. Par contre, on partage pleinement le souci des autres industriels de cette phase de retour où on arrive à Mach 25, à quasiment à 28 000 km/h dans l'atmosphère. Et là, on a vu ce que ça donnait sur la navette spatiale, avoir des ailes suffisamment fines, profilées, pour être à la fois capable de survivre à des températures de 3000 degrés, puis après se poser pas trop vite, même pas sur une piste normale, mais sur un lac salé, etc. C'est très compliqué, il suffit que ça prenne un coup de mousse, c'est de la mousse qui l'a tué. Donc là, on dit là, dans cette phase-là, il n'y a pas d'aile. Et c'est d'ailleurs la forme qui a été démontrée, dessinée par Dassault sur l'XV et le Space Rider, les images qu'on a vues tout à l'heure du projet de l'ESA. C'est une proposition de Dassault et c'est la forme de Dassault qui a été validée. Donc ce que va chercher à faire, et je leur souhaite tout le succès de Exploration Company avec la capsule, c'est déjà derrière nous. Ça. La forme, pour la rentrée, on l'a déjà. Donc en gros, on fait comme Ariane, on a la même idée qu'eux, il faut être le plus près possible de la forme d'une coiffe et on s'adapte à Ariane 6 et on commence par ça, mais on peut peut-être voler avec d'autres lanceurs, pourquoi pas. Pour la phase de rentrée, la forme, on l'a déjà démontré. Et puis pour se poser, on se rapproche des avions. Et dans la démarche, on va en rebrousse-poil pour commencer les premières étapes pas chères ou dans lesquelles on peut prendre plus de risques avec beaucoup moins de composants pour arriver à la fin à pouvoir avoir d'ici 15 ans un avion spatial habité. Très bien. Et je vous en dirai pas plus sur la technique, c'est déjà pas mal ce que j'ai dit. Oui, c'est pas mal. Donc c'est pas avec des ergols toxiques non plus, c'est des ailes déployables parce que comme il y en a pas quand on rentre et qu'il y en a en bas, elles sont déployables. Enfin après voilà, il y a plein d'autres choses qui seront dévoilées quand ça sera utile. Comme on est au Forum Innovation Défense, justement, je me demandais, est-ce que pour les armées, ça pourrait être une capacité intéressante, par exemple, est-ce que ça vous paraît très réaliste qu'on puisse faire un avion spatial pour déployer des unités de l'autre côté du globe en 40 minutes, même pas, comme les Américains pensent pouvoir le faire avec le Starship, ce qu'ils appellent le point à point. Est-ce que ça vous semble une idée réaliste, ça, pour les armées? Moi, je le dirais autrement. Est-ce que c'est utile d'avoir une voiture? Est-ce que c'est utile d'avoir un PC? Il y a plein de choses qui sont développées pour des applications civiles, là où il y a du business, si on en fait, et puis on le valide. Et après, si l'armée va en utiliser une, en plus en la modifiant un petit peu pour en faire quelque chose à ses besoins, oui. Par contre, aujourd'hui, je ne vois pas de raison pour envoyer un homme se battre dans l'espace contre personne, et encore moins sur la Lune. Ça ne me paraît pas approprié tout de suite. Ça sera peut-être nécessaire dans 30 ans, j'en sais rien, ou dans 20 ans, mais pour l'instant, ça ne me paraît pas nécessaire. Mais pour se déployer sur un terrain d'opération sur la Terre. Oui, mais une opération sur la Terre, il faut déjà avoir fait le véhicule qui doit être capable d'aller de l'autre côté de la Terre. Donc aujourd'hui, je pense que le business model de dire... techniquement, c'est possible. Je ne suis pas sûr que les enjeux le vaillent. Par contre, c'est un petit peu ce que disait Yost tout à l'heure, l'ensemble des technologies qui vont être nécessaires pour ça, ce sont des technologies qui sont absolument nécessaires pour plein d'applications de défense, dont on ne peut pas forcément parler de façon ouverte ici, mais il y a énormément d'applications de défense qui sont directement associées à un tel projet.
Très bien, merci. Il nous reste encore un tout petit peu de temps. On va terminer par une question juste sur le financement, qui est peut-être un peu le nerf de la guerre. Comment on peut financer ces projets, sachant que les programmes de vol habité sont quand même réputés pour être extrêmement chers, vu l'exigence qu'il faut en termes de sécurité, etc. Comment aujourd'hui en Europe on peut tenter de financer Je vais soulager Jean-Marc, parce que normalement tout le monde va dire c'est l'argent public. Et donc je vais dire, en fait, je pense sincèrement qu'il faut aller par les petits pas, et c'est aujourd'hui ce qu'a engagé l'ESA, donc on y va progressivement, parce que le plus important, c'est d'embarquer, c'est ce que disait Jean-Marc tout à l'heure, c'est d'embarquer l'intérêt public. Et nous, on est convaincus que c'est pas juste pour faire comme les Américains, ou faire contre les Chinois, ou comme les Chinois, ou en copiant les Indiens. Si on identifie qu'il sera nécessaire, dans 15 ans, de pouvoir envoyer pour une mission de secours, pour quelque chose, quelqu'un dans l'espace, pour des raisons qui ne sont pas juste pour faire les beaux, eh bien, à ce moment-là, si on ne l'a pas préparé, si on n'a pas mis les petites briques nécessaires auparavant pour le faire, ça sera trop tard. Et on sera dépendant, à ce moment-là, effectivement, soit des Américains, soit des Chinois, soit d'autres, s'ils sont bien intentionnés ou pas, et ça ne sera peut-être pas notre intérêt. Si en plus, il y a des enjeux économiques importants, liés typiquement à l'interconnexion, Internet des objets, la surveillance de l'observation de la Terre pour des raisons pas simplement climatiques, de l'énergie solaire, s'il y a ces choses-là qui sont là, eh bien on sera particulièrement malheureux de dire « Oh ben non, nous les puits de pétrole, ça sert à rien, on n'en a pas, nous... » Enfin voilà. Très bien. Il nous reste 3 minutes 50. Alors, on va pouvoir prendre quelques questions du public, à moins qu'il y ait une précision. Je voulais juste préciser, peut-être pour prolonger la question sur le financement, dire que je pense qu'il y a une évolution aussi qui est en train de s'opérer dans le domaine du spatial, c'est qu'on est de plus en plus maintenant sur des achats de services qui s'opèrent par les différents utilisateurs, ce qui veut dire que les coûts de développement des objets, pour ce qui nous concerne nous, du cargo, le coût de développement est supporté pour partie par des investisseurs privés, comme je disais, pour partie par des agences publiques qui viennent soutenir les développements technologiques qui sont réalisés, mais qu'en fait c'est du service que l'on va vendre. Et en fait, on achète le service de cargo suivant ses propres besoins et suivant les quantités. Et ça aussi, c'est comme un changement de business model, je pense, qui est intéressant, que les agences spatiales ont commencé, pour la plupart d'entre elles, à appréhender, y compris l'agence spatiale, et qui change la façon aussi dont les projets vont être menés et vont être conduits. C'était juste le point que je voulais ajouter, parce que je pense que c'est comme une évolution importante et qui ouvre aussi du coup des perspectives à des acteurs, à des nouveaux acteurs du domaine spatial, comme nous le sommes, par cette approche qui est un petit peu différente. Très bien. Merci à vous d'avoir répondu à ces questions déjà. Est-ce qu'il y a quelques questions dans le public? Il nous reste quelques minutes sur la thématique du vol habité. Il y a une main qui se lève là-bas au fond. Bonjour, merci beaucoup déjà pour toutes vos explications. Moi, j'avais une question sur la partie soutien de la population du taxpayer, comme vous l'avez dit, à tout ce qui est vol vers la Lune, vol autonome, vol habité européen. La question que j'avais, c'est que vous avez parlé du fait que voilà, envoyer des chercheurs dans l'espace, c'est un peu du luxe, des touristes, ça fait un peu voyage pour les riches, etc. Mais est-ce que néanmoins, le vol habité ne participe pas à une certaine fascination du spatial qui, ces dernières années, ont quand même réussi à beaucoup alimenter le soutien, notamment des jeunes populations? Je pense que je peux dire que je fais partie de cette jeune génération qui ont eu l'effet Thomas Pesquet, qui ont été fascinés par ce que racontait Hubert Reeves sur tout ce qui est astrophysique. Est-ce que le vol habité ne permettrait pas quand même d'avoir cette partie soutien, en fait, notamment des jeunes générations, qui sera peut-être le plus important, notamment face au coût environnemental? Vous avez tout à fait raison, mais Thomas Pesquet, il vole aujourd'hui et il volera demain. Et à la limite, on s'en fiche de comment il est monté là-haut, quelque part. Donc oui, en fait, le raisonnement actuel, il consiste à dire, pour un coût minimum, on peut avoir tout ce que vous dites, sans faire l'investissement d'être autonome dans la capacité d'envoyer Thomas Pesquet. Donc il faut vraiment réfléchir, qu'est-ce qu'apporte l'autonomie. Peut-être un autre axe, ce ne sera pas la raison d'être, mais j'ai vécu les dernières 2 années, presque 3 années maintenant, c'est sur ce sujet-là. L'efficacité des ingénieurs,
leur fascination, leur motivation. Ils bossent jour et nuit sur ce sujet. Les fournisseurs qui nous soutiennent, je les paye, mais il faut beaucoup plus que je vais demander. On dépense pas mal de budget spatial en Europe par an. Et je suis convaincu, si on a une ambition claire sur un sujet qui motive, pas que le jeune, mais en fait tout le monde, ça va fédéraliser l'effort, ça va créer des synergies qu'on n'avait même pas imaginées. Et même ça, je pense, ça va rentabiliser le projet. C'est difficile à vendre comme ça, mais je vous assure, c'est la réalité. Déjà aujourd'hui, quand on avance sur des petites études jusqu'à maintenant. Voilà, donc en fait, je vais continuer sur la même voie avec d'autres paroles en citant le directeur général de l'ESA avant-hier soir en Aquitaine, qui a utilisé cette formule en disant small steps, large vision. En fait, aujourd'hui, ce qui nous motive, c'est effectivement la vision. Donc ce qui est important, c'est d'avoir la vision. La vision, c'est pas pour tout de suite maintenant. Mais il faut l'avoir, s'y tenir, être certain, y mettre les moyens. Et en même temps, les moyens économiques, ils sont limités avec ceux qu'on a. Et il faut qu'on soit capable de démontrer qu'on avance et qu'on avance correctement, etc. Donc c'est pas impossible. Et je pense que c'est très bien. C'est pas impossible d'avoir une vision à long terme, ce que font les Chinois quand ils disent 20 ans à l'avance ce qu'ils vont faire. Nous aussi, il faut qu'on réapprenne ça. Je pense que c'est un petit peu quelque chose qu'on a perdu dans ces temps modernes où on est tellement dans l'instantané, dans l'urgence, on oublie l'importance qu'il y a d'avoir une vision importante et de s'y tenir et d'être tous embarqués dans la même chose. Mais c'est pas parce qu'on a la vision qu'on aura l'instantanéité. Et ça, les jeunes aussi doivent l'apprendre. Nous, on l'a vécu et on a vécu des heures magnifiques avec des visions à long terme. On a été capable de s'investir pendant des années et des années sur un projet dont on savait qu'il aboutirait dans 10 ans ou dans 15 ans. Je pense que ça, c'est ce qu'on peut donner. Et ça, c'est à notre portée parce que l'investissement, il peut être progressif. Merci pour cette belle conclusion. Le temps est imparti et déjà dépassé. Merci à vous d'avoir fait cette table ronde sur le vol habité. Le programme va continuer. Il y a une autre table ronde après nous, donc on va devoir laisser la place. Merci à tous. Merci pour vos questions. Et puis, merci pour l'animation. Bonne continuation.